Hop, hop, hop. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire mensuel de l'ISQ avec une thématique toujours un peu double. Un petit point d'actualité, bien évidemment, sur l'actualité de la formation et derrière, toujours et encore, jusqu'à plus soif, bien évidemment, l'audit de surveillance. Donc, je vous précise que, bien évidemment, il y aura un replay. Par contre, il sera mis à disposition à partir de la semaine prochaine. Pour ceux qui ont déjà suivi nos webinaires, nous avons toujours deux intervenants. Alors, avec Raphaël, qui es-tu, Raphaël? Bonjour Marc, bonjour à tous. Pour les habitués de nos webinaires, pas de nouveauté. Et pour les nouveaux, je suis Raphaël de Saneros, chargé de mission système de management de la qualité. Donc, mon travail ici à l'ISQ consiste à concevoir, améliorer et vérifier l'application de nos procédures afin d'être au plus proche possible des exigences du COFRAC, car nous aussi, tout comme vous, nous devons respecter des exigences et nous sommes audités plusieurs fois par an, donc nous avons aussi l'habitude des audits. Et toi, Marc, qui es-tu? Qui es-tu? Toujours pareil, pas de nouveauté, si ce n'est quelques cheveux blancs en plus. Marc Verger, auditeur et aussi en charge du développement et des opérations à l'ISQ. Et lorsque Raphaël dit que nous sommes nous aussi soumis aux audits, eh bien, nous sommes bien, vous et nous, dans le même bateau, puisque nous avons le COFRAC, nous aurons le plaisir, la joie incommensurable d'accueillir le COFRAC la semaine prochaine pendant une journée et demie. Ils sont deux ou trois, je ne sais plus d'ailleurs. Trois. Ah bah voyez, au moins, lorsqu'on se déplace, nous, c'est un. Eh bien, nous en aurons trois. Alors. Eh bien, Marc, une petite nouveauté que l'ISQ souhaite mettre en avant. Il s'agit donc des régionales. Bien qu'il y ait un vélo à l'écran, il ne s'agit pas du Tour de France, mais peux-tu nous en dire plus? Oui, un petit peu, avec le clin d'œil au Tour de France, quand bien même je ne fasse pas de vélo. L'objectif très simple, on échange, on communique avec vous via tous nos webinaires. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est surtout de profiter de nos déplacements et plus particulièrement de mes déplacements pour assurer des audits, qu'ils soient de surveillance, initiaux, d'extension, et de proposer un temps de rencontre avec nos certifiés ISQ, des certifiés qui ne seraient pas certifiés par l'ISQ et qui auraient des velléités de venir nous rejoindre et de gonfler les rangs des certifiés ISQ et des prestataires qui seraient en cours de réflexion. Première étape, ce sera Bordeaux. Bordeaux, à la fin du mois, mardi soir, le 29. Il y a un petit post sur LinkedIn pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire de la région bordelaise. Clairement, trois objectifs. Le premier, c'est bien sûr de transmettre un certain nombre d'informations un petit peu dans l'idée de ce webinaire. Surtout avoir un temps aussi peut-être plus important et plus conséquent pour avoir des questions et réponses et finir autour d'un verre pour permettre à tous les certifiés de faire un petit peu de networking, permettre d'échanger avec des confrères sur comment vont peut-être les affaires, comment ils ont appréhendé Calliope et autres réjouissances. On peut vous annoncer d'ores et déjà les deux prochaines étapes. Il y aura Lyon en avril, plutôt vers la fin avril ou mi-avril, date à confirmer très rapidement. Il y aura également aussi une étape à Marseille courant mai. On va profiter de l'ouverture d'un nouveau centre de formation d'un de nos prestataires certifiés pour organiser tout ça, et ce sera à Marseille. Alors, pour commencer, nous sommes désormais en mars 2022 et ça fait donc un bon moment que la liste des prestataires est en ligne. Quelles sont les informations transmises par l'ISQ? Alors, c'est vrai qu'on a déjà évoqué sur d'autres webinaires, il est important de tout répéter au moins 4 fois ce qui est important et on va le faire. Je vous rappelle qu'en tant que certificateur, nous sommes tenus de remonter des informations auprès de la DGEFP, et ceci dans le cadre 1 du respect de l'article de loi, le R6316-5 du Code du travail, et aussi en respect d'un cahier des charges qui nous a été proposé par la DGEFP,
Qu'est-ce que nous transmettons comme information? Et c'est ça qui est important. Nous ne transmettons que les numéros de NDA, les numéros sirènes, les catégories d'actions sur lesquelles vous êtes certifié et la date de décision de certification et la fin de validité de votre certificat. On insiste ici, nous transmettons uniquement les NDA, qui est le premier point en fait de recherche, et le numéro sirène. Les certificateurs ne transmettent pas les sirettes. Et quand est-ce que se fait cette transmission? Alors, cette transmission, elle se fait tous les jours aux alentours de 16 heures. On va remonter ces éléments auprès de la DGEFP et la DGEFP va mettre à jour la fameuse liste officielle publique des organismes de formation, qui est un mix en fait des organismes dont le NDA est actif et bien aussi qui intègre la liste des certifiés avec ici en lien hypertexte, l'accès à ce fichier depuis data.gouv. Et qu'est-ce qui est affiché dans cette liste? Alors, cette liste, il est vrai qu'elle n'est pas forcément, si je veux me permettre, très sexy. C'est pas, on n'a pas vraiment travaillé la forme. C'est surtout le fond qui est important. Mais vous allez voir que c'est un tableau Excel qui comporte de nombreuses colonnes. Et donc, ces nombreuses colonnes vont bien au-delà des informations que nous remontons. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que sur la colonne dénomination, c'est la DGEFP qui va l'incrémenter et qui, généralement, va l'incrémenter lorsqu'elle est accessible et c'est le nom qui apparaît sur votre BPF. Donc, il se peut que ce ne soit pas votre dénomination commerciale, mais là, le certificateur que nous sommes n'y peut rien. Le SIRET, eh bien, il va apparaître et c'est là aussi la DGEFP qui va vous l'intégrer. Et clairement, ici, il n'y a que le SIRET de l'établissement déclarant. Donc, si vous êtes un multisite avec 10 numéros de SIRET, il n'y aura pas 10 lignes, il y aura simplement la ligne généralement du siège. Et l'adresse va être, elle aussi, incrémentée lorsqu'accessible par la DGEFP, mais une nouvelle fois, pas par nous. Et on profite pour vous rappeler qu'il est interdit d'exclure un site du périmètre de certification. Donc, c'est vrai que c'est un des éléments que l'on pourra observer lors de l'audit de surveillance et qui peut conduire à la mise en place d'un audit d'extension. Et donc, avec cette liste, quel est maintenant le rôle de Datadoc? Alors, une nouveauté par rapport au dernier webinaire et un certain nombre d'échanges avec des OPCO. Aujourd'hui, ça va être OPCO spécifique. Quel est le cheminement en fait, des informations que nous avons? Nous, certificateurs, remontons les informations à la DGEFP. Et la DGEFP, en fait, alimenterait la base Datadoc qui elle-même ensuite va alimenter la base des OPCO. Donc, il y a déjà peut-être possiblement un temps de latence, mais voilà en tous les cas où se situe Datadoc. En tous les cas, c'est actuel. Donc, c'est vrai que la DGEFP ne va pas incrémenter directement la base de données des OPCO, à voir avec eux. Et sachez que nous sommes investis à de nombreuses reprises sur ces dernières semaines auprès des OPCO pour nous assurer qu'à défaut de Datadoc, ils aillent quand même bien consulter la liste de la DGEFP. Alors, on peut dire qu'il y a une nette amélioration suite aux déboires qu'on a connus en début d'année. Alors, c'est vrai, Raphaël, on a eu un certain nombre de difficultés. Enfin, nous, non, mais nos prestataires certifiés, j'imagine aussi ceux certifiés par nos confrères, surtout sur le mois de janvier, encore un peu au mois de février. Pour autant, il y a une amélioration sensible. On a beaucoup moins d'appels au secours, d'appels de détresse. On a quand même pu compter sur la disponibilité, je dirais, de quasiment l'ensemble des financeurs publics auprès de qui on a pu intervenir. C'est vrai. Et si vous deviez encore constater aujourd'hui des difficultés, n'hésitez pas à revenir vers nous, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, n'hésitez pas à me contacter. Il y a toujours du temps pour vous aider à essayer de démêler une situation un peu compliquée. Et alors, comment l'ISQ s'assure de bien transmettre toutes ces informations? Mais en fait, on va sur la plateforme du gouvernement, donc on a bien sûr un code d'accès et un mot de passe, ça va de soi. Là, on vous a fait une copie d'écran, donc on peut voir en fait qu'entre le 3 et le 8 mars, eh bien, on a des petites pastilles vertes, donc ça veut dire que le fichier des certifiés de l'ISQ est remonté avec succès auprès du ministère et qu'il a pu donc incrémenter, cette remontée a pu incrémenter la liste du gouvernement. Donc, voici comment nous vérifions et ceci est vérifié tous les soirs.
Et que se passe-t-il s'il y a un problème avec la petite pastille verte, comme tu dis? Alors, c'est vrai qu'on pourrait avoir, alors il peut avoir un échec complet, mais ça, c'est vraiment, enfin, on a dû avoir ça au tout début, lorsqu'on était nous aussi en rodage avec la DGEFP. Aujourd'hui, on peut avoir quelquefois un succès partiel. Qu'est-ce que c'est un succès partiel? Eh bien, c'est qu'en fait, il va y avoir une dissonance entre le NDA et ou le sirène que nous remontons et les informations de la DGEFP. Dès lors, et c'est très souvent un problème de NDA, un NDA qui va être rendu caduc par une des DRETS pour je ne sais quelle raison, bon, il en existe un certain nombre, c'est défini par la loi, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le soir même où nous apercevons qu'un NDA a été bloqué dans sa remontée, donc pour un de nos prestataires certifiés, nous allons contacter immédiatement le prestataire certifié par téléphone, lui confirmer par écrit, et là, le prestataire va disposer en fait d'un délai de 2 mois pour essayer eh bien, de régulariser sa situation auprès de la DRETS ou d'autres services publics. À défaut d'une régularisation de la situation dans les 2 mois suivant le constat, là, on va en fait notifier une suspension de la certification et laisser un nouveau délai de 2 mois pour que le prestataire règle sa difficulté. Et si au bout de 4 mois, à l'issue de la survenance du constat, là, on est obligé de en fait procéder et de prononcer le retrait de certification. Maintenant, ce qui est important de dire ici ou de rajouter, c'est quand bien même nous vous suspendions, si ça devait vous arriver, sachez que de toute façon, entre guillemets, vous n'apparaissez plus dans la liste officielle dès le premier jour. Donc la suspension n'est jamais en fait qu'une manière d'acter ce qui est déjà la réalité dans les faits. Alors justement, on parle beaucoup de nos certifiés et alors j'ai laissé la parole à Raphaël puisque nous avons pris le parti de vous présenter aujourd'hui, là aussi, une nouveauté par rapport au dernier webinaire, un panorama en fait des certifiés français. On a fait une extraction de ce fichier de la DGEFP en date du 9 mars dernier, donc on aurait pu le faire plus tôt et on pourrait presque le faire tous les jours. Alors Raphaël, quel est ce panorama? Combien de NDA actifs? Combien de certifiés en France en date du 9-3 en tous les cas? Alors, comme tu l'as dit, Marc, nous avons étudié ce fichier-là. Ce fichier-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en date du 9 mars, nous avions 111 164 NDA actifs, donc 111 000 NDA référencés sur cette liste. Sur ces 111 164, nous n'en avons que 32 592 certifiés Calliope. Donc, ça représente 23%, un peu moins d'un quart de la population, je dirais. Ensuite, sur ces 32 000 certifiés, on peut voir qu'on a essentiellement du monocatégorie. 83% des prestataires ne sont certifiés que pour une seule catégorie. Pardon. Ensuite, nous avons 4 000 prestataires à 2 catégories, donc un peu plus de 10%. Et là, 3 catégories ou 4 catégories beaucoup plus rares qui ne représentent que 3 et 1%. Parfait. Et alors d'ailleurs, on va aller un petit peu plus dans le détail, hein, très intéressant. Alors, les monocatégories, qu'est-ce qu'on a? Alors, monocatégorie, on voit une grosse dominance des actions de formation. Sur les 26 900 et là, 26 300 sont dédiés uniquement à l'action de formation. Et après, on a quelques 400 certifiés uniquement bilan de compétences. La VAE, c'est vraiment très niche, hein, très petit, uniquement 45 certifiés que pour la VAE. Et l'apprentissage, 165. Alors, on a des bicatégories. Oui, c'est ça, des combinaisons. Alors, les combinaisons les plus souvent rencontrées sont action de formation plus apprentissage. On est sur du 1600 certifiés et juste derrière, action de formation, bilan de compétences avec donc 1500 à peu près. Alors, les 3 catégories. Alors, les 3 catégories, là, ça devient déjà de plus en plus rare, mais on peut voir toujours que l'association action de formation, bilan de compétences et action de formation, formation par apprentissage mène toujours, même en addition avec des VAE. C'est surtout ces deux-là qui sont certifiés majoritairement. Et nos 450 qui ont les 4 médailles. Exactement. Le all-inclusive. All-inclusive, 4 médailles, 4 catégories d'action. Alors maintenant, quelle est la répartition sur le territoire? Alors ici, vous voyez à l'écran une répartition sur le territoire métropolitain.
On n'a pas affiché les DROM-TOM maintenant, mais essentiellement une grosse concentration en Île-de-France, qui représente plus d'un quart des certifiés. Un quart des certifiés sont situés en Île-de-France. Juste derrière, nous avons la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la région lyonnaise doit y être pour beaucoup. Aura. Et très bien. Et ensuite, nous voyons la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Sud-Ouest, qui est également une grosse région, et puis des petits certifiés un peu partout, répartis dans toute la France, encore, souvent dans Drôme-Tom. Parfait. Merci Raphaël. Alors, ravi d'avoir pu présenter ces éléments parce que je pense que c'est la première fois qu'on a quelques chiffres qui ont été mis bout à bout, des pourcentages. Donc, ça nous donne un bon premier panorama et on voit qu'on peut quand même un petit peu s'amuser avec les chiffres. Enfin, en tous les cas, sur Excel, c'est Raphaël. Moi, je suis resté à multiplan, donc je suis un peu vieux. Mais pour Excel, Raphaël maîtrise tout ça très bien. Allez. Alors, lors de ce webinaire, nous avons souhaité mettre en avant la sous-traitance et par conséquent l'indicateur 27. Que dit cet indicateur 27, Marc? Il est connu de tous, bien évidemment. Notre guide de lecture, l'indicateur 27, qui fait référence à tout ce qui est sous-traitance ou portage salarial. Alors, on nous dit déjà que, en tant que prestataire de formation, je dois démontrer, je crois qu'il y a 25 indicateurs dont le niveau attendu commence par démontrer des dispositions qui sont mises en place pour vérifier le respect de la conformité au présent référentiel par le sous-traitant ou le salarié porté. Il y a un nota bene qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas d'obligation de certification de la part du sous-traitant. Vous pouvez imposer à vos sous-traitants qu'ils soient Calliope, pourquoi pas. Après, ça, c'est une négociation de gré à gré et c'est comment vous contractualisez avec vos sous-traitants. Pour autant, le guide de lecture et les textes du RNQ n'imposent pas aux sous-traitants d'être Calliope. C'est quand même un point important. On vous rappelle que c'est bien sûr, ceci concerne toutes les catégories d'actions possibles et que s'il y a une non-conformité, elle ne peut être que majeure. Alors Marc, en tant qu'auditeur, tu aimes bien parler de transversalité des indicateurs. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? C'est vrai, en fait, bien évidemment qu'on va auditer indicateur par indicateur. Pour autant, très souvent, on s'aperçoit qu'on va retrouver en fait un impact sur d'autres indicateurs que le seul qui va être lui regardé. Typiquement, lorsqu'on parle de l'indicateur 27 et de la sous-traitance, n'oublions pas que l'indicateur 17, lui, va faire référence à la mise à disposition de moyens humains en adéquation avec les prestations. Clairement, les moyens humains, ce peut être des sous-traitants, donc la sous-traitance pourra aussi potentiellement être regardée pour partie sur l'indicateur 17. Le 18, on nous dit que le prestataire coordonne les fonctions nécessaires à la prestation. Bien, là aussi, on va retrouver potentiellement ou certainement des sous-traitants. Donc, la sous-traitance pourra un petit peu être regardée ici. Au même titre que l'indicateur 21, on ne les a pas tous mis, mais on nous parle dans l'indicateur 21 de l'évaluation des compétences requises pour réaliser les prestations. Donc forcément, si un sous-traitant les réalise, c'est comment est-ce que vous pourriez être amené ou comment est-ce que vous évaluez les compétences requises de vos sous-traitants. Donc c'est ce que j'appelle moi la transversalité. Un indicateur, c'est bien, mais en fait, on va le retrouver en tous les cas accroché à d'autres indicateurs. Eh bien, merci Marc pour ces éléments. Et quelles sont les questions à se poser? Sur quelles étapes le sous-traitant intervient-il? En fait, c'est ça. On nous dit que vous devez démontrer les dispositions qui sont mises en œuvre pour vous assurer du respect au présent référentiel. Alors, le référentiel, c'est bien le RNQ, ce n'est pas le référentiel d'une certification auquel vous prépareriez. Ça va être traité sur d'autres indicateurs. Je crois qu'il est important en fait de bien réfléchir lorsqu'on va traiter l'indicateur à en fait de quoi est responsable le sous-traitant ou le salarié porté. En fait, qu'est-ce que je lui demande de faire? Et généralement, on va trouver ça bien contractualisé dans un contrat de sous-traitance ou une charte, peu importe la terminologie. Mais d'une part, vous allez donc assigner un certain nombre de responsabilités, d'obligations, de missions à vos sous-traitants. Et derrière ça, l'auditeur va s'intéresser à comment faites-vous pour vous assurer qu'ils les respectent typiquement. Est-ce que l'analyse des besoins est conduite par vous, prestataire, ou est-ce que c'est délégué aux sous-traitants? L'indicateur 5, les objectifs, par qui sont-ils définis? Est-ce que c'est vous en lien avec le commanditaire ou le bénéficiaire, ou est-ce que vous déléguez ça
au sous-traitant qui établit les contenus. Est-ce que ce sont vos contenus ou est-ce que c'est le sous-traitant à qui vous allez en fait demander d'établir des contenus de la prestation? Qui conduit les procédures de positionnement? Qui est responsable de l'adaptation pendant la prestation? Donc, il y a autant de questions. En fait, j'ai presque envie de dire, vous pourriez, à l'exception peut-être du 1 et du 2 et du 3 qui sont en lien avec la communication, on peut supposer que ce soit vous, il est intéressant de vous poser des questions sur qu'est-ce que je délègue en lien avec chacun des indicateurs pour bien clarifier le périmètre d'intervention du sous-traitant et derrière ça, quelles sont les dispositions que je vais mettre en place et comment je peux démontrer que je les mets en place et que je contrôle ce que fait mon sous-traitant. Très bien, Marc. Merci beaucoup pour ces éléments qui, je pense, vont beaucoup aider les prestataires de formation. Et un point de vigilance en plus à mettre en évidence? En fait, je crois que vous avez déjà dans le guide de lecture un certain nombre d'exemples, d'éléments de preuve que peut consulter l'auditeur, bien évidemment. Maintenant, pour revenir, ce que j'insiste sur cet élément, c'est les dispositions mises en œuvre. Le fait de demander à un prestataire, par exemple, de vous remettre un CV à jour au moins une fois par an, bien ça c'est la disposition. Maintenant, en tant qu'auditeur, on va vous demander, très bien, alors montrez-moi les derniers CV, à quelle date vous avez reçu la mise à jour des CV. Il ne suffit pas de dire que vous allez les demander, on va simplement s'assurer que vous les avez bien demandés et que vous les teniez votre CV Tech à jour, par exemple. Eh bien, merci Marc pour ces éléments sur l'indicateur 27, qui est un indicateur qui intervient sur un audit complet et donc l'audit de surveillance. On est supposé le vérifier. Alors, cette deuxième partie va plutôt concerner l'audit de surveillance pur et dur. C'est une partie qu'on a déjà abordée précédemment et donc on va la reprendre aujourd'hui. Yes, allez. Alors, commençons. Pour qui s'adresse cette seconde partie du webinaire? Alors, c'est vrai que ça s'adresse bien sûr à tout le monde et l'outil de surveillance, c'est quand même notre actualité. Aujourd'hui, on en a déjà programmé plus de 300 de notre côté, je crois. C'est vraiment l'actualité des prestataires qui sont, eux, aujourd'hui certifiés. Alors qu'ils aient été certifiés dans le cadre d'un audit initial aménagé, parce qu'ils avaient une certification ou une qualification reconnue par le CNEFOP, qu'ils aient bénéficié d'un audit initial complet et qu'ils aient peut-être mis en œuvre, avant même l'audit de surveillance, un audit d'extension de catégorie ou un audit d'extension en fait de site ou de site singulier et ou au pluriel. Très bien. Et une petite question pratique avant de démarrer sur l'audit de surveillance. Si je souhaite faire un audit d'extension, que ce soit de site ou de catégorie, est-il plus judicieux de le faire avant ou après? Alors, c'est une question qui est très légitime et on s'aperçoit aujourd'hui que de très nombreux prestataires nous ont rapporté des évolutions, des rachats, des fusions, des créations de sites, des suppressions de sites, le lancement d'une nouvelle activité. Et bien évidemment, ceci est important en vous rappelant que pour être certifié sur une catégorie, les textes de loi prévoient bien une extension de catégorie d'action qui peut être faite d'ailleurs à tout moment de votre cycle de certification. Et pour les sites également, ceux-ci ayant été encore confirmés par la DGEFP très récemment, il faut faire des audits d'extension de sites. En fait, on a pris un exemple ici. Je suis un monosite. Je suis donc avec un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros. Je suis sur de la formation. Je souhaite me lancer en fait sur l'apprentissage. Si je fais l'audit d'extension, eh bien, ça va représenter 2 jours et demi, l'audit d'extension de catégorie sur un monosite, et l'audit de surveillance derrière, lui, sera de 2 jours. Maintenant, si vous deviez inverser, vous pourriez faire l'audit de surveillance avant de faire les extensions, et donc ce sera 1 jour et demi et 2 jours et demi. Donc, on voit qu'en fonction du timing des audits d'extension, vous pourriez en fait être amené à gagner un petit peu sur la durée de l'audit et donc forcément sur le temps de vos équipes, mais aussi un gain financier pour vous. Il ne faut pas prendre pour autant cet exemple comme une règle. Lorsque vous avez des extensions et l'audit de surveillance qui approche, notre demande, notre invitation, c'est que vous vous rapprochiez de nos services pour que l'on puisse faire le calcul avec vous et que vous puissiez prendre une décision sur le bon phasage des audits en toute connaissance de cause et sans mauvaise interprétation des textes, en fait.
Merci Marc pour ces éléments. Et pourquoi avoir choisi de continuer de parler sur cet audit de surveillance, notre 6e webinaire maintenant? Oui, en fait, on sait qu'il y a deux timings, hein. Il y a les certifiés 2019-2020 et les certifiés 2021, 4 ans, 3 ans de certification. Clairement, tout le monde n'a pas pu assister au premier webinaire et en fait, c'est une demande récurrente. Nous sommes encore plus de 300 aujourd'hui connectés, alors que c'est le 6e. Donc, ce qui montre bien que, en sachant que c'est une bonne moyenne, à peu près de 204, ouais, je dirais à peu près 300 en moyenne connectés à chaque webinaire. Bon, c'est vrai qu'on essaye de vous donner quelques informations d'actualité, d'avoir un focus particulier, mais ça montre vraiment le besoin et la demande de nos prestataires. Et c'est parce que nous nageons dans l'audit de surveillance avec nos équipes maintenant depuis 3 mois. Et alors, y a-t-il une urgence à planifier maintenant son audit de surveillance? Alors, on a fait ici un petit tableau, hein, par rapport à nos certifiés, mais on peut supposer que la volumétrie soit identique chez nos confrères. Clairement, en fait, l'audit de surveillance, il y a une montée en puissance jusqu'à la fin de l'année. Donc, j'ai envie de dire, plus vite vous le réalisez, plus il vous sera facile de le programmer. Nous avons déjà même un mois de juillet très, très chargé, par exemple. Voilà, et c'est vrai que plus vite vous le faites, mieux ce sera et plus simple ce sera pour vous. Nous avons ici, pour bien comprendre en fait ces petits pourcentages, c'est l'estimation que nous avons déterminée de réalisation d'audit de surveillance. Donc on s'aperçoit en fait que pour les certifiés 2020, nous estimons que tous les certifiés de janvier à septembre devrait normalement être amené à réaliser, soit obligé pour une question de timing, soit en le devançant un petit peu, mais tous les certifiés 2020 entre janvier et septembre 2020 devraient être amenés à réaliser leur audit de surveillance sur cette année, par exemple. Eh bien, merci Marc pour ces éléments. Et qui est responsable de donner le top départ de l'audit de surveillance? Alors, en fait, c'est en quelque sorte une co-responsabilité. La première, c'est que bien évidemment, l'ISQ, et comme nos confrères, nous avons programmé nos systèmes pour en fait réaliser ce qu'on appelle le mail d'appel d'audit de surveillance. Donc, au 16e mois, si vous avez 4 ans de certification, ou au 11e mois de votre certification, si vous bénéficiez de 3 ans certifiés 2021, ou 2021, eh bien, on va vous envoyer un mail en vous disant « Attention, madame, monsieur le prestataire, l'heure de l'ouverture de la période, non pas de la chasse ni de la pêche, mais l'heure de l'ouverture de la période d'audit de surveillance approche, donc n'hésitez pas. » Et là, on vous propose de remplir en fait un document. Bien évidemment, si vous ne réagissez pas à nos appels, eh bien, il y a tout un système de relance avec automatisé, plus des relances par téléphone, puisqu'il faut quand même réaliser l'audit de surveillance avant la fin de période. Et bien évidemment, n'oublions pas que s'il devait y avoir des non-conformités, il faut prendre en compte le temps du traitement de non-conformité, d'où l'intérêt de faire l'audit de surveillance, entre guillemets, le plus vite possible. Maintenant, si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez toujours nous solliciter et à ce moment-là, on pourra échanger sur la programmation de l'audit. Et pour ceux qui voient l'écran, oui, nous avons bien Mon Golden qui est avec nous. Il est assez connu pour ceux qui ont eu des audits à distance. Alors, quel est le process de réalisation de cet audit de surveillance? En fait, le process est très simple. On va vous solliciter en fait pour que vous nous communiquiez un certain nombre d'éléments et d'informations. On va y revenir tout à l'heure. Ces informations doivent nous permettre de conduire ce que les textes de loi appellent une analyse de risque. Elle va être réalisée par l'ISQ et par l'auditeur, voir et appréhender un peu quels sont tous les changements auxquels vous avez été confrontés, imposés, volontaires, et derrière ça, eh bien, l'auditeur vous adressera un plan d'audit comme vous avez pu le recevoir lors de l'audit initial et ensuite, eh bien, la conduite de l'audit et éventuellement le traitement des non-conformités. Et quelle sera la modalité de réalisation de cet audit de surveillance? La règle et la loi disait très clairement au début, initial en présentiel, surveillance à distance. Il y a eu l'aménagement législatif du fait du Covid avec distance en initial et donc présentiel lors de la surveillance. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que si vous devez avoir un audit de surveillance
à distance, avec l'ISQ, vous avez toujours la possibilité de demander à ce qu'il soit réalisé malgré tout en présentiel pour des questions de commodité, parce que vous trouvez que c'est plus sympa, il y a plus d'échanges, peu importe. Nous n'allons pas vous interdire de réaliser un audit en présentiel. Par contre, si l'audit doit être fait en présentiel, parce que l'audit initial était fait en distanciel, là, nous n'aurons pas la possibilité de le proposer en distanciel, en sachant que certains audits de surveillance peuvent être imposés en présentiel en fonction d'un certain nombre d'éléments, signalement de conforme aux règles de réclamation, résultat d'une analyse. Ça va être augmenter le volume d'activité, nombre important de non-conformités, non-conformités majeures, etc., etc., etc. Eh bien, Marc, en fin d'année 2021, un arrêté a été publié. Quel est l'impact de cet arrêté sur l'audit de surveillance? En fait, il n'y en a pas, hein, il n'y a pas eu d'impact particulier. C'est vrai en plus que maintenant on va arriver fin mars, donc pas d'impact sur les textes de loi. Bien évidemment. Donc, rien ne change aujourd'hui. Désolé pour ce petit problème technique. Alors, comment connaître la durée de l'audit, Marc? En fait, premier élément très important, il n'y a pas de notion d'aménager. Il semblerait que certains prestataires pensent que puisqu'ils ont un audit aménagé à l'initial, ils vont encore en avoir un audit de surveillance. Non, 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 c'est très clair. Hein, dans le question-réponse du gouvernement, question 2.5, on précise bien que la durée aménagée ne porte que sur l'audit initial. Bien évidemment. Et en fait, l'évolution de votre chiffre d'affaires ne va pas avoir d'impact en plus ou en moins, puisque là aussi, le question-réponse 2.7 précise que le certificateur ne va pas vous demander une mise à jour de votre BPF pour calculer la durée de l'audit de surveillance. La durée de l'audit de surveillance à périmètre constant, donc nombre de sites équivalents, catégorie équivalente, normalement, vous l'aviez déjà dans le devis que vous avez reçu lors de la contractualisation initiale, bien évidemment. Et si j'ai réalisé un audit d'extension depuis mon audit initial, que ce soit de catégorie ou de site, est-ce que ma durée change? Oui, alors bien évidemment, là, c'est Raphaël, hein, c'est dans ce cas-là où la durée va être réévaluée en fonction de l'évolution. Donc, si vous avez une catégorie ou plus même deux catégories complémentaires à ce qui était fait en initial ou de nouveaux sites, là, bien évidemment, le certificateur va prendre en compte cette évolution majeure et va devoir recalculer la durée initialement en fait identifiée. Rassurez-vous, un certificateur, et l'ISQ en particulier, nous ne sommes pas là pour faire des durées à la tête du client, nous sommes là pour respecter des textes de loi. Et d'ailleurs, la vérification du calcul de la bonne durée des audits est un des points de contrôle du COFRAC. Exactement. As-tu un exemple concret à nous montrer? L'exemple concret, toujours pareil, on a pris un organisme de plus de 750 000 € de chiffre d'affaires qui serait aujourd'hui certifié sur la formation et l'apprentissage. Et bien là, vous allez avoir une journée, c'est la durée de base, auquel vont s'ajouter 2 demi-journées, bien évidemment, en sachant que pour les multisites, nous avons pris le parti de n'auditer qu'un seul site et de ne pas appliquer la fameuse règle de la racine carrée, ce qui était en fait de mise lors de l'audit initial. Alors, merci Marc pour ces informations qui concernent la modalité et la durée. Mais maintenant, qui va être l'auditeur? Qui va nous auditer? Alors, en fait, on s'est donné 2 ou 3 mois pour voir un petit peu quelles leçons tirer de la mise en œuvre de nos audits de surveillance. Et clairement, en fait, c'est l'ISQ qui va choisir l'auditeur parce qu'il se pourrait d'ailleurs que l'auditeur qui a réalisé l'audit initial ne soit plus en activité ou alors parce que l'audit initial avait été réalisé à distance, mais en fait, sans que nous prenions en compte en fait, la localisation géographique. Donc, c'est vrai qu'un auditeur de Marseille a très bien pu auditer un organisme de Lille.
Maintenant, on va avoir du mal à lui demander de faire Marseille-Lille pour une demi-journée, par exemple, d'audit. Donc, c'est vrai que là, on va avoir besoin de changer par rapport à l'initial. Il se peut aussi que nous prenions la décision qui nous est propre de changer d'auditeur. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, il y a une vraie question de disponibilité en fait des équipes. Donc, tout ceci fait que l'ISQ va faire au mieux. Mais rassurez-vous, l'important, c'est que l'audit puisse se réaliser et il y aura toujours un auditeur disponible pour nous certifier. Très bien. Alors, plutôt dans ce webinaire, pardon, tu nous as parlé d'un formulaire qui allait être transmis. Tu peux nous en dire plus? Oui, ce formulaire, en fait, va nous servir et doit vous permettre de partager avec votre certificateur, donc avec l'ISQ, quelles sont les principales évolutions, et tous ces éléments vont nous permettre de nourrir notre analyse de risque. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Est-ce qu'il y a eu des évolutions juridiques? Est-ce qu'il y a eu des évolutions organisationnelles? Typiquement, à l'audit initial, vous ne faisiez pas appel à la sous-traitance, mais vous faites appel à la sous-traitance aujourd'hui. Donc, ça veut dire que l'indicateur 27 qu'on n'a pas audité l'audit initial, eh bien, on va devoir l'auditer lors de l'audit de surveillance. Il y a eu des évolutions matérielles, de nouveaux locaux, vous avez mis peut-être à disposition des plateaux techniques, etc., etc. Ceci sera bien sûr audité dans le cadre de l'indicateur 17 sur la mise à disposition de moyens. Ressources humaines, peut-être des changements, peut-être des évolutions commerciales, baisse du chiffre d'affaires, augmentation du chiffre d'affaires. Je ne proposais pas de titre RNCP, j'en propose aujourd'hui. Donc là, eh bien forcément, vous avez 3 nouveaux indicateurs qui apparaissent. Si vous faites des titres RNCP aujourd'hui que vous ne faisiez pas hier, le 3, le 7 et le 16. Donc tous ces éléments vont être analysés et vont bien sûr aussi permettre de calibrer la durée qui sera passée sur chacun des indicateurs lors de l'audit de surveillance par l'auditeur. Et alors, quels sont les objectifs de cet audit de surveillance? Je dirais que l'objectif général est repris par les textes, c'est de s'assurer que le référentiel en vigueur est toujours appliqué. Vous avez été certifié, donc on veut simplement s'assurer que vous avez réussi en fait et que vous réussissez à maintenir le niveau attendu pour chacun des indicateurs. Après, bien évidemment, il va y avoir un certain nombre de priorités, entre autres sur les non-conformités qui auraient pu être identifiées. Comme je l'ai déjà précisé, c'est l'auditeur qui va conduire l'analyse de risque grâce aux éléments que vous lui avez transmis, peut-être aussi grâce aux éléments que vous pourriez lui transmettre lors de la réunion d'ouverture, où là, vous allez peut-être aussi faire un petit peu une présentation des dernières évolutions. Et donc, c'est avec ces éléments-là qu'on va pouvoir travailler le plan d'audit et la durée, en fait, qui sera passée par indicateur. Et pour les organismes multisites, y a-t-il un enjeu supplémentaire? En fait, le seul et unique enjeu supplémentaire il y en a deux, on va dire, c'est que le premier, on va aller auditer un site qui n'a pas été audité lors de l'audit initial, ça c'est le premier point. Et deuxième point, bien évidemment, on va toujours conduire l'audit de la fonction centrale qui doit continuer à démontrer qu'elle est présente, puisque c'est un prérequis pour être qualifié de multisite, et ça c'est des textes qui nous le disent. Très bien, Marc. Et alors, qu'en est-il de la durée de cet audit de surveillance qui pourrait être plus faible que l'audit initial? Alors, en fait, là aussi, on a un petit peu fait changer la présentation simplement pour insister sur un point majeur, en tous les cas, de côté auditeur, me semble crucial, c'est que nous avons pu observer que près de 50% des certifiés côté ISQ, puisque la liste du gouvernement ne fait pas trop ressortir le chiffre d'affaires, vont bénéficier, lors de l'audit de surveillance, d'une demi-journée d'audit. Et une demi-journée d'audit, ça va être pour 1, 2 ou 3 catégories d'actions, sauf si j'ai l'apprentissage, là je prends une demi-journée, et si j'ai moins de 750 000 €. Et il est vrai que, une demi-journée, c'est très court pour conduire ce qui se veut être normalement un audit complet. Imaginez un petit peu de mathématiques. Si vous deviez être un organisme avec 3 catégories, bon, même si on a pu voir qu'il y en avait assez peu, mais 3 catégories, moins de 750 000 €, ça veut dire qu'on va devoir observer, entre guillemets, presque 74 indicateurs, soit 2 minutes 30 par indicateur. C'est d'ailleurs, pour nous, de notre point de vue, quasiment impossible. Et il est vrai que nous avons sollicité la DGEFP quant à une attitude à tenir sur ce type de configuration. Et au final, qu'est-ce qui sera audité lors de cet audit de surveillance? Alors,
au-delà du fait que la durée, et je me répète, va avoir un impact sur le temps passé pour chacun des indicateurs, je crois qu'il faut garder à l'esprit plusieurs choses. La première, c'est que l'audit se veut avant tout un audit complet. Ensuite, il va y avoir des priorités et ces priorités ne seront pas forcément les mêmes pour tous les prestataires qui nous écoutent. On va bien sûr regarder quelles sont les non-conformités, surtout la réalité de la mise en œuvre des plans d'action pour ceux qui auraient eu à l'outil initial des non-conformités majeures et mineures. On va appréhender les évolutions que vous avez eues. On va vérifier l'usage de la marque Calliope. On va en parler un petit peu après. On va bien sûr peut-être aussi passer plus de temps sur les indicateurs qui n'auraient pas été audités parce que vous n'étiez pas applicables, parce que vous avez eu un audit aménagé, parce que vous étiez un nouvel entrant, le 32-22, pas audité à l'initial, mais par contre, bien sûr, sera audité à l'audit de surveillance. Et quels seront les temps forts de cet audit? Les temps forts, les mêmes que pour l'audit initial. Il y a une réunion d'ouverture, temps d'échange avec l'auditeur. On va bien sûr identifier un échantillon parce qu'il faut qu'on soit là pour observer des éléments factuels. L'audit se déroule, un petit temps de synthèse pour l'auditeur et là aussi, une nouvelle fois, une réunion de clôture où normalement, à l'issue de la réunion de clôture, eh bien, vous savez exactement quel est l'état de conformité ou non-conformité de l'ensemble des indicateurs qu'on peut être observés pour chacune de vos catégories d'actions. Et si lors de cet audit, l'auditeur trouve des non-conformités, qu'elles soient nouvelles ou déjà vues lors de l'audit initial, quelle va être la marche à suivre? Alors, on va garder exactement le même timing qui était défini lors de l'audit initial, à savoir les mineurs, eh bien, vous avez un mois pour présenter un plan d'action, les majeurs, vous avez jusqu'à 3 mois pour un plan d'action et la mise en œuvre. Sachez par contre un élément important, une non-conformité mineure observée à l'audit initial qui serait encore observé lors de l'audit de surveillance est requalifié en non-conformité majeure. Donc, il va falloir les traiter parce qu'à défaut de les traiter, vous risquez une suspension de certification jusqu'au traitement de la non-conformité. Et maintenant, allez, on change. C'est à Raphaël de reprendre la barre. On va aller vite si on veut se garder 10 minutes de questions-réponses. Donc, la vérification du logo est une obligation. Alors, comment ça va se passer? Alors, comme tu l'as dit, Marc, la vérification du logo est une obligation des certificateurs. On se doit donc de vérifier que nos certifiés utilisent le logo Calliope comme il faut. Pour cela, deux façons de faire. On a la méthode, je dirais, échantillonnée au hasard. On va sur les sites Internet de nos certifiés pour regarder de quelle façon ils utilisent le logo Calliope. Et la deuxième méthode, qui est, comme tu l'as dit, l'audit de surveillance, où là, l'auditeur ira plus en détail sur des documents qu'on n'a pas accès, nous, sur les sites Internet à partir de nos bureaux. Et donc, c'est sur ces deux méthodes-là, je dirais, qu'on contrôle l'utilisation du logo Calliope. Et en cas d'usage non conforme, vous serez appelé à vous mettre en conformité afin d'utiliser le Calliope dans les règles qu'il faut. Et sachez que l'État se réserve également le droit de faire des contrôles aléatoires et de nous informer si certains de nos prestataires ne l'utilisent pas correctement. Alors, quelles sont les sources réglementaires de l'utilisation de ce logo? Alors, pour faire ces contrôles, on utilise donc la charte graphique Calliope du 7 décembre 2020. Cette charte a été publiée suite à la mise à jour du logo. Sur la face de gauche, nous avons l'ancien logo que l'on voit encore sur certains sites ou certaines signatures de mail, par exemple. Et à droite, le nouveau, qui est, nouveau, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant presque, mais voilà, logo en vigueur depuis le 7 décembre 2020. C'est ce logo-là que vous devez utiliser. Alors, le logo, oui, mais pas seul. Exact. Le logo seul ne suffit pas. Il faut préciser pour quelle catégorie d'action vous êtes certifié. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a des prestataires qui sont certifiés pour 1, pour 2, pour 3, pour de la F, du VAE. Donc, c'est important de préciser pourquoi vous avez été certifié. Et pour ce faire, il y a une mention obligatoire à rajouter qui est la suivante. La certification Calliope a été délivrée au titre de la ou des catégories d'action et vous citez. Très bien. Alors après, on va regarder un petit peu dans quelle mesure nous avons droit ou pas droit de faire preuve de créativité dans l'utilisation du logo. C'est ça. Alors pour la phrase, vous avez le droit de l'utiliser comme vous le souhaitez, que ce soit en police, la couleur de la police, la taille, de l'italique, du souligné, du gras. Vous êtes libre, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Une seule obligation, la mention doit être de taille équivalente ou légèrement plus petite que processus certifié. Que vous voyez ici, juste en dessous du Calliope et entre le République française.
la phrase doit être de taille équivalente à cette mention-là. C'est la seule obligation là-dessus. Pour ce qui est de la création artistique, malheureusement, c'est bridé, c'est non. Vous devez utiliser le logo Calliope comme on vous l'envoie. Donc, c'est-à-dire ici, l'utiliser avec donc son logo en transparence, l'adapter aux couleurs de votre entreprise. Vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de l'utiliser tel quel. Ensuite, un usage sur fond. Alors, le logo doit toujours être utilisé sur son cartouche blanc, que vous l'utilisez sur un fond photographique comme un exemple, ou sur un pied de page. Par exemple, vous avez votre pied de page qui est sur fond noir, et ben vous devez utiliser le logo Calliope avec son cartouche afin de faire ressortir le logo Calliope. Quant à la liste des actions de formation, ne sont pas obligatoirement dans le cartouche, elles doivent être en dessous. Alors, au final, une synthèse que j'ai le droit et n'ai pas le droit de faire. Alors, on va commencer par j'ai le droit, les obligations. Non, pas d'obligations, pardon. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le logo Calliope, mais si vous l'utilisez, vous devez vous plier à certaines règles, qui sont les suivantes. C'est-à-dire, vous avez le droit d'utiliser sur le site Internet, en page d'accueil, en pied de page ou dans un onglet dédié, toujours en précisant les actions certifiées. Sur un catalogue de formation qui reprend toute votre activité, sur des diaporamas qui présentent votre organisme pour répondre à des appels d'offres notamment. Sur ce que nous appelons des affiches ou des brochures, ce sont des documents commerciaux qui mettent en avant votre organisme, son fonctionnement, son activité. Et vous pouvez également le mettre sur une signature de mail et une carte de visite. L'important, c'est d'utiliser le logo Calliope dans un contexte général, car c'est votre organisme qui est certifié Calliope, votre fonctionnement, vos processus, et non pas les formations que vous proposez. Ce qui, de fait, vous n'autorise pas de l'utiliser donc sur les plaquettes de formation et sur tout document qui sont liés justement à une action de formation en particulier. Exemple, la formation Prendre la parole en public du 15 mars 2022. Si le contrat, le devis, la facture de cette formation-là, vous n'avez pas le droit d'utiliser le logo Calliope dessus. Nous avons également mis la mention sur du papier en tête, car impossible de contrôler la diffusion et le contenu du document. Alors, il est important de démontrer que si, lorsque le papier sera rempli, qu'est-ce qui nous dit que ce ne sera pas un document lié à une action de formation et non plus un document général. Voilà pour le logo Calliope. On est arrivé au bout. Oui, si, c'est possible. Allez, on arrête de partager. Donc, on précise que vous aurez bien sûr accès à ce document au replay, mais à partir de la semaine prochaine. On aimerait ici saluer le sens du sacrifice de Benjamin, qui est normalement toujours avec nous. Eh bien, il est avec nous. Il a sacrifié pour vous au moins 2 heures de ski, et on l'envie, puisqu'il est en congé, et avec nous à la technique. Et au moins, ton bonnet te sert, parce que tu es quand même à la montagne. Benjamin, des questions, il nous reste quelques minutes. Oui, on a beaucoup de questions. Alors, je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée. Je pense que là, je vais en avoir encore énormément qui vont arriver. Je vous préviens tout de suite, on ne pourra pas toutes les traiter. Alors, première précision, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Le replay et les supports de cette édition vous seront envoyés par mail et seront également disponibles sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet, donc la semaine prochaine, comme vous l'avez précisé, Marc. Alors, je reviens sur la première partie. Alors, on nous demande jusqu'où le donneur d'ordre peut exiger le contrôle des documents de la formation d'un sous-traitant qui lui-même est certifié Calliope. En fait, alors là, on pourrait passer un certain temps, donc s'il y a beaucoup de questions, ça va être compliqué. Après, on essayera peut-être d'intégrer les questions qu'on ne traiterait pas aujourd'hui dans le prochain webinaire du mois prochain, bien évidemment. Oui. En fait, lorsque tu es avec un sous-traitant, moi, ce qui est important de regarder, c'est vous contractualisez avec votre sous-traitant. Donc, quel est le contrat de sous-traitance, de prestation de service, peu importe le terme que vous voulez y mettre, la charte. Mais en gros, c'est quel est le contrat que vous avez signé et quelles sont les obligations que vous avez imposées et qui ont été acceptées par le sous-traitant. En fait, Calliope fait ressortir surtout une situation un peu particulière. C'est qu'hier,
En fait, eh bien, on avait un sous-traitant, c'était plus ou moins contractualisé et tout allait bien. Et qu'avec Calliope, eh bien, c'est vrai qu'un certain nombre de prestataires veulent un petit peu serrer les vis, vont formaliser, vont éditer des contrats, mettre des obligations. Pour moi, c'est en fait qu'est-ce qui est accepté par le sous-traitant. Et ceci relève plus de la contractualisation de la prestation qu'autre chose. Ok, super. Alors, j'ai une question qui est très redondante. On nous demande si on est obligé de demander une attestation de formation au formateur ou au coaching, mais de façon annuelle. Et pareil pour le CV, d'ailleurs, on nous repose cette question. Est-ce qu'on est obligé de demander une attestation De formation, mais vraiment de manière annuellement, en fait. En fait, on va dire que en tant qu'indicateur 22, si vous êtes indépendant, vous devez démontrer votre process d'amélioration de formation continue. Le 22, on vous dit que vous devez démontrer que les salariés bénéficient d'un plan de développement des compétences annuelles. Et donc, on peut tout à fait entendre que vous sollicitiez vos sous-traitants pour qu'ils puissent démontrer leur propre démarche de formation. Maintenant, formation ne veut pas dire simplement une formation auquel il a assisté, qu'il a payé, qu'il a une attestation de réalisation. Il y a plusieurs possibilités où on va pouvoir démontrer l'actualisation de nos connaissances et ou de nos compétences. Ça peut être un des éléments, mais ce n'est pas une obligation. Très bien, merci Marc. On nous demande, alors on va revenir aux bases, en fait, on nous demande que comprend la sous-traitance. Tous les intervenants occasionnels, quel que soit leur type de contractualisation, les CDD, les contrats de prestation de service, il y a d'autres choses. Non, mais enfin, bon, la sous-traitance est définie et vous avez pas mal de définitions qui sont accessibles. Maintenant, et ce qui est sûr, c'est que tout ce qui va être CDD, un CDD, ce n'est pas de la sous-traitance, un contrat à durée déterminée. Les CD2I, pour ceux qui l'utilisent, c'est pareil. Les contrats, les CDU aussi. Donc, il y a une vraie différence entre tout ce qui est en lien avec le droit du travail et le salariat, donc CDI, CD2I, CDD, CDU et le reste. On va se limiter à ça compte tenu du temps imparti, en fait. Oui, on est d'accord. Très bien. On nous demande également, est-ce que cet indicateur 27, ce fameux, est-ce qu'il s'applique aussi dans le cadre de la co-traitance? Il faudrait regarder au cas par cas. L'indicateur parle bien de sous-traitance. Mais il faudrait regarder, en fait, alors si tant est qu'une action qui soit développée dans le cadre de la co-traitance puisse être observée, donc ça va être du cas par cas. D'accord. Alors, on a une question également qui concerne plus le NDA. Et on nous demande si l'intervenant extérieur doit remettre obligatoirement son NDA pour la formation, puisque là, dans le cas qu'on nous cite, apparemment, cette personne a des sons de cloche qui lui disent que ce n'est pas obligatoire. En fait, je vous renvoie à l'indicateur 23, la veille illégale et réglementaire. En fait, il y a une distinction. C'est ce que vous avez, alors de mémoire, vous avez tout ce qui est formateur occasionnel qui n'ont pas d'obligation d'avoir un NDA, de mémoire, je dis bien ça. Et par contre, d'autres pour qui c'est une activité qui n'est pas que occasionnelle, mais en fait plutôt régulière, et il peut y avoir une obligation d'avoir un NDA. Mais si vous faites ça sur Google vous devriez avoir la réponse légale et réglementaire. Très bien. Merci Marc. Comment peut-on se prémunir du risque de subordination juridique tout en démontrant l'ensemble de ces points cités finalement? Je n'ouvrirai surtout pas la boîte de Pandore là-dessus. En plus, ce n'est pas du Calliope, donc je ne vais pas m'improviser avocat ou spécialiste du droit social. D'accord. Mais c'est vrai. Par contre, il faut reconnaître que la réflexion est très pertinente et c'est un vrai sujet. Très bien. Une question sur la charte qualité. On nous demande si est-ce qu'on conseille de rédiger une charte qualité avec les droits et les devoirs des formateurs sous-traitants, bien sûr, vis-à-vis de Calliope, et qu'on remettrait en fait dans le contrat de sous-traitance. Est-ce que c'est une bonne idée? On rappelle qu'un certificateur n'a pas le droit de conseiller. On a vu certains qui ont produit des chartes, d'autres qui n'en produisent pas, d'autres qui produisent simplement un contrat de sous-traitance avec des obligations mutuelles. Peu nous importe en fait où ça se retrouve. On va surtout aller regarder est-ce que c'est formalisé, éventuellement contractualisé. D'accord, très bien. Alors, je regarde juste un peu les questions qui tombent en même temps.
Ok, donc c'est toujours un peu… Il y a pas mal de questions sur la subordination du sous-traitant. Donc on va passer, on vient d'y répondre. Et ben, je vais arriver sur la deuxième partie, du coup. Donc, on nous demande pour le calcul de l'audit de surveillance, les 14 mois, ça vient à la date de la certification obtenue ou à la date de l'audit? Date d'obtention de la certification. Donc, c'est la date qui figure sur le certificat qui a été adressé au certifié. Très bien. Alors, on nous demande également s'il est toujours prévu que l'audit de surveillance qui sera mené par l'ISQ ou par un tiers ne porte pas sur la totalité des indicateurs, parce qu'apparemment d'autres certificateurs annoncent que l'ensemble des indicateurs seront audités, mais avec un seul échantillon, en fait. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Deux choses. La première, c'est que la DGEFP a été saisie par l'ISQ et je pense peut-être au moins par un ou deux autres certificateurs, car nous avons des sons de cloche différents et que la DGEFP est quand même le maître du référentiel. Il est vrai que pour l'ISQ, aujourd'hui, nous disons que c'est un audit qui est normalement complet, mais dans lequel nous allons avoir des priorités qui vont être impactées par la durée de l'audit. Donc, ce qui pourrait nous amener à ne pas auditer l'ensemble des indicateurs à cause de la durée de l'audit. Maintenant, on sait que, et ça, c'est ce qui nous a été dit par la DGEFP, on était d'accord sur le principe, mais on sait que par ailleurs, que la DGEFP aurait, et je suis bien en conditionnel, dit qu'il faut auditer l'ensemble des indicateurs. Maintenant, donc, nous avons saisi hier la DGEFP en leur demandant de clarifier avec un seul son de cloche ce qu'il faut faire, en sachant que j'invite la DGEFP à venir avec nous faire un audit de 3 catégories en une demi-journée sur les 74 indicateurs et on verra ce qu'ils répondront après. C'est un peu juste, effectivement. OK, toujours sur l'audit de surveillance, merci Marc, on nous demande si le siège est toujours audité ou pas. Le siège peut être audité. La règle sur du multisite, c'est que nous allons auditer un site qui n'a pas été audité, sauf à ce qu'on ne puisse pas le faire pour je ne sais quelle raison, parce qu'ils ont déjà été. Mais le siège, non. En fait, on va surtout auditer la fonction centrale, mais la fonction centrale, ce n'est pas un lieu, c'est une entité qui peut être amenée à se déplacer. Très bien. Je reviens un peu sur la sous-traitance qui était quand même le point du jour. On nous demande si donc un OF qui ne sous-traite pas, mais dont le partenaire qui dispense les formations n'est pas certifié Calliope. Cela signifie que nos clients ne pourront pas faire prendre en charge les formations par les OPCO, en interrogation. Un organisme qui ne sous-traite pas, mais qui fait réaliser des formations par un autre, ça s'appelle comment alors? J'ai peur de ne pas comprendre la configuration. Mais si, tu fais des copies, je pourrais clarifier ça avec quelques-uns. D'accord, on regardera ça, ça tranquillement. OK, passons. Alors, tac. Est-ce que la date de l'audit de surveillance reporte d'autant la date de l'audit de renouvellement? La durée de la certification, 3 ans ou 4 ans, est calculée à partir de la date d'émission du certificat à l'issue de l'audit initial. Donc, la date de l'audit de surveillance ne rallonge pas ou ne raccourcit pas la durée de vie de la certification. D'accord. Alors, un OF qui a eu un audit initial allégé nous demande s'il est possible que la durée de l'audit de surveillance soit plus longue, du coup, que celle de l'audit initial. En fonction de son chiffre d'affaires, oui, il se peut que soit ce sera la même chose, soit ça va être plus long à beaucoup plus long. On peut passer d'une demi-journée à une journée et demie, par exemple. Mais là aussi, ça dépend des catégories et du chiffre d'affaires. Il n'y a pas de réponse toute faite ou valable pour l'ensemble des prestataires. Très bien. On demande si les priorités qui ont été identifiées par l'auditeur, est-ce qu'elles sont indiquées par l'auditeur sur le plan d'audit de surveillance en amont? Sur les plans d'audit, oui, on va… Enfin, oui et non. En fait, les priorités, nouvelle fois, c'est noter le contrôle du logo sur le plan d'audit, l'ensemble des indicateurs qui vont être observés et également noter sur le plan d'audit le contrôle des non-conformités. Donc, en ce sens, on peut dire que oui, ceci est indiqué sur les plans d'audit. D'accord. OK.
On nous reparle un peu de partenaires. J'ai une question qui va un peu dans le même sens. Je pense qu'il faudra qu'on clarifie. J'ai une question qui nous dit si nous ne souhaitons pas sous-traiter pour éviter justement l'indicateur 27, nous demandons à nos clients de se mettre en relation directement avec nos partenaires pour bénéficier de la formation. Et on nous demande si ça implique forcément que le partenaire soit certifié ou non. Ce partenaire, quel que soit son statut, si il n'est pas certifié Calliope, effectivement, les clients ne pourront pas bénéficier des aides qui sont prévues. En fait, à entendre comme ça et sans avoir le temps de creuser, hein, j'ai l'impression que c'est plus je fonctionne comme un apporteur d'affaires. Donc, je transmets un client potentiel à un de mes confrères pour qu'il contractualise avec lui. Donc là, j'apporte une affaire. Donc après, je négocie ou pas l'apport d'affaires. Ça, c'est un sujet commercial. Par contre, il faut que l'autre, le partenaire ou le confrère en question vers qui j'adresse mon client, mon prospect, soit certifié Calliope, bien évidemment, pour que le client puisse bénéficier de fonds publics, oui. OK. Une petite dernière, parce qu'on est en train de légèrement dépasser gentiment. Oui, une question pour revenir un peu aux fondamentaux. On nous demande de préciser ce que veut dire la fonction centrale. La fonction centrale, en fait, alors je ne sais plus quel est l'article, hein, mais c'est prévu dans les textes. Hein, c'est quelque chose qui déjà n'existe que, enfin, qui ne s'applique que pour en fait les organismes multisites. Je vous rappelle en fait, on nous dit que l'organisme multisite est couvert par un seul système qualité comprenant une fonction centrale qui n'est pas nécessairement le siège et qui n'est pas sous-traité. Donc, en gros, c'est comment, pour un organisme multisite, est-ce est piloté de façon globale et générale la qualité. Donc, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes. Il n'y a pas de définition de la fonction centrale et ce n'est pas forcément un lieu. C'est en gros comment est piloté le système de management de la qualité. Quelle est la surveillance mise en œuvre pour s'assurer que l'ensemble des sites sont en conformité et respectent les attendus de Calliope? Très bien, très clair. Merci Marc. Il reste encore beaucoup de questions. On n'aura pas le temps, comme prévu, de passer sur chacune d'entre elles. Je rappelle juste que sur notre site, sur la page Calliope, vous avez accès à une FAQ qu'on met à jour régulièrement et notamment en se nourrissant de vos questions qui sont posées lors des webinaires. N'hésitez pas à la consulter. Et comme disait Marc en début de cette édition, nous récolterons l'ensemble de vos questions et nous reviendrons dessus le mois prochain lors de notre prochain webinaire. Super. Merci Benjamin. Une piste pour nous et un vin chaud, sans oublier le planter de bâton. Avec plaisir. Chers toutes et tous, ravis de vous avoir eu. Si vous appréciez nos webinaires, faites-le savoir. Dites-le, criez-le haut et fort. Nous sommes ravis de vous avoir tous les mois et je serai ravi de retrouver nos amis bordelais le 29 au soir dans un hôtel qui est proche de la gare pour ce temps de rencontre et de questions-réponses qui sera là beaucoup plus long, je pense. Très bonne poursuite, très belle fin de journée et on vous dit à très bientôt. Merci. Allez, on va couper. Au revoir tout le monde. C'est fini. Au revoir.